Bonjour à tous, merci de cette invitation pour notre participation, à vous expliquer un petit peu le rôle que nous avons et pour lequel nous sommes missionnés dans les institutions qui suivent. Donc je vais te laisser te présenter, puis je me présenterai après. Bonjour, merci déjà aux organisateurs de nous avoir invités et donné ce temps de parole pour partager avec vous cette aventure quand même où on est très enthousiaste à effectivement acculturer un petit peu la recherche. Et donc on se dit qu'on remercie Madame Rotentendeur de nous avoir suggéré de le faire. Ensuite, je suis donc Sandrine Lefebvre, infirmière de formation. J'ai fait cadre pendant 15 ans et maintenant je me dédie un peu à la recherche et je fais un doctorat à mi-temps et un autre mi-temps sur la coordination de la recherche à la Pitié-Salpêtrière, co-coordonnateur au niveau du groupe Sorbonne P6 APHP avec Judith que vous venez d'entendre et puis Bénédicte Lombard qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, je suis Marina Vigneault, je suis de filière infirmière, cadre de santé et j'ai intégré les hôpitaux Confluence en mai 2018 en ayant la mission justement de promouvoir et dynamiser la recherche en soins dans ce GHT qui était GHT Est avant et qui maintenant s'appelle les hôpitaux Confluence, qui regroupe le centre intercommunal de Créteil et le centre intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Donc, bien entendu, depuis le début de la matinée, beaucoup de présentations très intéressantes ont été faites, beaucoup de choses ont été dites. Même si nous sommes coordonnateurs, nous ne sommes pas coordonnés avec les personnes qui ont fait les présentations ultérieures, donc des redites vont être faites. Nous en sommes bien désolés, même si vos estomacs crient famine, on va quand même essayer de suivre le déroulement que nous avions posé pour rester humble et de suivre un peu notre méthodologie. Donc du coup, nous ne pouvions pas commencer sans forcément parler du contexte dans lequel on s'inscrit quand on parle de recherche en soins. Alors, on ne va pas revenir sur Florence Nightingale qui a été présentée au tout départ, qui a donc une antériorité, où on parle d'elle en 1850. Donc vous voyez bien qu'on s'inscrit dans quelque chose de très, très, très ancien. Mais on va y arriver et on arrivera à voir ce que ça apportera. On part aussi de 1999, du coup, parce que ça n'a pas beaucoup été évoqué, mais des accords de Bologne qui tendaient vers un espace européen de l'enseignement supérieur et de la réforme justement de licence, master, doctorat, afin de permettre justement aux étudiants de rentrer dans un cursus universitaire. Et là, c'est très, très intéressant, puisque on rentrait bien là sur cette partie-là. En 2006... Alors, on le fait brièvement, parce que forcément, entre ces années, il y a eu d'autres choses. On a voulu être assez synthétique pour ne pas être redondant, parce qu'on sait très bien que quand on parle d'histoire, parfois c'est un peu difficile. Mais voilà, c'est des dates qui nous semblaient intéressantes à vous positionner. Donc, en 2006, une décision qui a été prise par le ministre chargé de la Santé et de l'Enseignement supérieur d'inscrire la formation paramédicale dans le schéma LMD, comme vous le connaissez. Puis, en 2010, on a eu un décret qui est relatif à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique dans les établissements publics de santé, qui ont été modifiés tant dans sa composition que ses compétences. Et cette commission de soins infirmiers, rééducation et médico-technique est consultée sur la recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et des médico-techniques. 2011, alors 2009, 2010, voilà, on a les programmes hospitalo de recherche infirmiers qui étaient stricto sensus infirmiers au départ, puis on s'est élargi aux paramédicaux par la suite. Puis en 2013, il y a eu un rapport de l'IGAS sur la formation paramédicale qui mettait les bilans et les poursuites des processus d'intégration dans le dispositif LMD. En 2017, il y a eu la grande conférence de santé qui encourage justement la recherche chez les paramédicaux et concourir à l'émergence des corps d'enseignants-chercheurs pour la formation paramédicale, avec deux mesures principales qu'on voulait vous apporter. Donc la 11 qui était de développer l'accès des étudiants en santé aux formations à la recherche, et la 15 qui est de concourir à l'émergence d'un corps d'enseignants-chercheurs pour les formations paramédicales. On saute une année, nous arrivons en 2018, où Stéphane Le Boulet a été mandaté pour faire un rapport qu'il a tenu à tous en février sur les missions de l'universitarisation des formations paramédicales et de la maïeutique, avec un bilan intermédiaire de la concertation et des propositions d'orientation qui en étaient. Donc, ces professionnels doivent avoir une formation par
et à la recherche pour favoriser la prise en compte des données probantes dans l'exercice de leur métier, afin de leur permettre de participer, eux également, à la production du savoir. Et en 2019, on a la création de ces CNU, dont on a entendu parler autant par Christophe Schweid que par les premiers intervenants. Alors, travailler sur la recherche et développer et structurer la recherche au niveau de nos institutions, enfin de nos services déjà et de nos hôpitaux, ça a été énormément motivé par déjà le plan régional de l'ARS et avec son axe 3 dont M. Mézeret a parlé tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas dessus. Ça a été pour l'AP-HP, dans l'institution dans laquelle je travaille, en fait porté par le projet de soins du siège avec une orientation 8, avec aussi le projet de soins local de la Pitié-Salpêtrière qui avait un axe métier, compétences, formation et recherche. On a parallèlement aussi la création d'une fondation pour la recherche qui s'est développée au niveau de la PHP et qui a effectivement permis aussi de rendre plus visibles certains financements. Et on sait que c'est un peu le nerf de la guerre. Au niveau du GHT Hôpital Confluence Val-de-Marne où travaille Marina, en fait, il y a eu une création du centre de recherche clinique et centre de ressources biologiques en 2012, un projet médical partagé avec une mise en avant de l'universitarisation, une orientation sur la création d'une fondation et un positionnement fort au sein du GIRSI Île-de-France, un projet de soins 2018-2022 avec un axe 3 qui porte sur une prise en soins compétitive, efficace grâce à la recherche. En fait, quand on s'est rencontrés, on nous avait proposé de faire 2 présentations et on s'est rendu compte que très vite, pour structurer la recherche dans nos hôpitaux, on arrivait à peu près à faire les mêmes choses et même ce qui nous dépasse comme la fondation, on arrivait aussi à des mêmes actions. Donc ça paraît assez cohérent. Et il y a quand même à noter pour nous deux quelque chose qui nous a énormément porté, c'est le positionnement fort de nos coordonnateurs de soins au niveau de nos établissements, avec des réunions assez fréquentes et des réflexions, et notamment on a fini par travailler sur la mise en place d'un modèle initiation, production, diffusion, utilisation, et ce qui nous permet de dérouler la suite de notre intervention. Donc, mettre la recherche, développer la recherche au sein de nos institutions, c'est pour le patient des pratiques testées, évaluées, fiables et transparentes via l'EBN notamment. C'est le maintien et l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, vous l'avez bien compris lors des différentes interventions qui viennent de passer juste avant nous. La mise à niveau d'une rigueur scientifique, effectivement, je pense qu'on sort un peu du « je fais comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça » ou « je fais comme ça parce que mon chef m'a demandé de le faire ». Non, je fais comme ça parce que j'ai lu ou j'ai testé et j'ai pu prouver que c'était efficace. Et puis, ça permet d'offrir aux patients du coup des pratiques innovantes dans leur prise en charge. Et puis, des fois aussi des solutions qui les sortent peut-être d'une certaine résignation ou d'une frustration. Pour les professionnels, alors évidemment on est motivé, j'entends que certains sont des fois un peu submergés quand ils viennent de sortir d'un projet, mais ça reste quand même la possibilité déjà de participer à l'implémentation de nouvelles connaissances, et je pense que ça redonne du sens à nos pratiques, notamment quand on est sur des périodes où, on l'entend, c'est un peu difficile en termes d'effectifs ou d'ouverture de lits. Ça permet aussi d'être acteur dans l'apport de réponses aux enjeux de la société et dépasser peut-être son propre cercle. Notamment, on sait bien les enjeux de la maladie chronique et on parlait du besoin de documentation qu'on a sur les parcours de soins. Et je pense que les infirmières et les paramédicaux ont une place importante et c'est pour ça que c'est important de développer cette recherche au sein de nos institutions. Ça permet aussi de participer à la construction de valeurs communes. On l'a vu, on travaille ensemble. Et alors, pour le coup, toutes les qualités que nous avez citées dans la dernière présentation, si on se met à tous les partager, on peut peut-être que s'améliorer et être encore meilleur auprès des patients. Ça permet aussi d'acquérir une autonomie, comme je le disais. Ce qu'on fait maintenant, on ne le justifie pas parce que le médecin l'a prescrit, mais aussi parce qu'on a lu et qu'on a remarqué qu'effectivement c'était utile et qu'on a peut-être pu critiquer lors de la prescription, qu'on était d'accord ou pas d'accord avec. Ça permet aussi, notamment pour les cadres, comme j'en fais partie, de développer aussi tout ce qui est management en termes d'amélioration de la gestion des ressources humaines. Et en ce qui me concerne, par exemple, j'ai fait 15 ans infirmière, 15 ans cadre, et la recherche, ça a été aussi une réponse face à, effectivement, toujours les mêmes problématiques, toujours les mêmes réponses, et on a envie de se dire, mais il y a peut-être quelque chose qui est pensé autrement, ailleurs, différemment. Et effectivement, la recherche nous donne du temps et nous apporte les outils pour pouvoir essayer de trouver d'autres réponses qui vont peut-être apporter une amélioration de ces conditions de travail et de cette offre de soins qu'on fait aux patients.
Ça permet aussi, je pense, une visibilité du travail réel, parce qu'on a vraiment du travail prescrit, puis le travail réel, et il y a un gap entre les deux, et des fois les professionnels ne se rendent pas compte que ce qu'ils font est peut-être plus pertinent que ce qui est prescrit, et la recherche permet de l'objectiver et de pouvoir se dire, bon ben d'accord, il faut qu'on suive notre façon de faire qui n'était pas forcément prescrite au départ. Et puis ça permet évidemment l'évolution des professions vers l'universitarisation. On a parlé tout à l'heure de discipline, de théorie, et effectivement la recherche va nous permettre d'accrémenter tout notre champ disciplinaire au niveau de l'université, parce que c'est bien beau d'être entré à l'université, c'est très bien, on est tous fiers, mais il va falloir avoir quelque chose à apprendre à notre discipline. Et je sais qu'on participait encore à des réflexions et où certains disent oui, mais il y a de très bons outils en psychiatrie, en psychologie, en sociologie. On n'en doute pas, mais on estime que nous, si on a voulu rentrer à l'université, c'est qu'on avait un regard différent et qu'on devait apporter des outils différents. Donc il va falloir les tester et pouvoir les partager et pouvoir nous-mêmes nous les approprier et les véhiculer, parce qu'on est des fois un peu trop humble quant à nos outils. Alors les enjeux ne s'arrêtent pas justement aux professionnels, mais également un enjeu au niveau des institutions, forcément. Ça apporte une impulsion et un soutien dans l'évolution des professions paramédicales, et c'est là où justement on revient un petit peu à ce que vous disiez, Madame Portant-d'Honneur, mais on est parfois trop humble et on n'ose pas y aller. Capter, fidéliser les professionnels, parce que ça c'est aussi intéressant de se dire qu'il y a un autre volet dans je suis là aujourd'hui à prendre en charge un patient, c'est-à-dire que ça peut aider aussi à vraiment apporter une réflexion personnelle. Ça permet de fédérer les équipes. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, sur la dernière intervention, on a bien vu qu'il y avait une certaine connivence aussi lors d'un programme de recherche. Les médecins qui sont mis au courant vont pouvoir donner l'information paramédicale qui mène ce projet, et puis la restitution. Donc tout ça permet aussi de fédérer les équipes. Ça aide également au retour ou à la prise de conscience de notre propre valeur professionnelle, parfois d'être sous un rôle délégatif. J'en parle en tant qu'infirmière, se dire qu'on a une identité et aussi des valeurs professionnelles qui ne sont pas cachées que par le fait que l'on fasse les choses par prescription, mais qu'on a un rôle propre, mais aussi des valeurs professionnelles qui nous tiennent à cœur, et justement on est capable de le faire. Ça porte aussi une réponse aux autorités compétentes quant à la qualité et la sécurité des soins. On se pose et on mentionne qu'effectivement, via la recherche, c'est intéressant et on mène quelque chose. Et puis, toute la partie efficience. Alors après, pour être beaucoup plus macro, on est sur le système de santé. Ça aide à la performance du système de santé français. Il n'y a pas que les médecins, les paramédicaux aussi apportent leur pierre à l'édifice. Et dans une politique de santé de demain, on aide aussi, pour notre part, à la prévention, à la partie ambulatoire, le lien ville-hôpital, comme le mentionnait tout à l'heure Christophe Chouette quand il faisait sa présentation sur le GIRSI. Et puis, c'est bien, on est peut-être petit, mais il faut voir aussi beaucoup plus large, voir de façon internationale. Et là, je vous rejoins complètement. Par les publications, oser aussi proposer publications sur des revues anglo-saxonnes. Et puis, ça permet aussi de porter une voix française de ce que l'on fait. Concrètement, en fait, du coup, quand on a pris nos postes, on a commencé par faire un bilan et poser un diagnostic. Et donc, en suivant notre modèle initiation, production, diffusion, donc on a d'abord fait le tour au niveau de l'initiation et de la formation. Qu'est-ce qu'il existait au sein de nos institutions? Est-ce qu'il y avait des formations qui étaient financées? Donc, on s'est rendu compte à peu près toutes les deux qu'on en avait. Il y avait certaines formations qui étaient très locales, certaines formations qui pouvaient être au niveau régional, et puis des formations universitaires. Et notamment, on a essayé de faire un recensement des personnes qui avaient été formées au niveau DU Master 1, puisqu'on se dit qu'ils sont au niveau 2, qui était présenté dans la présentation précédemment, c'est-à-dire qu'ils ont appris à faire, ils ont été initiés à faire un mémoire de recherche, et donc on sait qu'ils ont déjà quelques sensibilités et une notion de ce que peut être la rigueur de la recherche. On a aussi essayé de voir où est-ce qu'il était accueilli des étudiants niveau licence, master, doctoral. Alors licence, ça pose pas de problème dans tous les services. On est tout à fait capable, on a très bien organisé l'accueil des étudiants, notamment infirmiers, mais kinés et autres.
Orthophonie, c'est déjà un peu moins visible. Et puis par contre, on se disait qu'au niveau master et doctorat, c'était ces étudiants qu'il fallait qu'on repère, parce que c'est avec eux qu'on pouvait peut-être travailler sur des projets de recherche, et notamment faire des revues de littérature à deux voix au lieu d'être tout seul, et de pouvoir permettre le soutien des équipes qui sont sur la clinique et qui n'ont pas toujours du temps dégagé. Pour avoir discuté avec des cadres. Ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile, parce que le cadre dit « mais moi, je ne connais pas la recherche, je ne vais pas prendre un étudiant en stage de recherche, je ne sais pas ce que je vais pouvoir lui faire ». Et puis quand on discute avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont un projet de recherche, qu'il n'y a pas de revue de la littérature, mais on dit ben voilà, pendant le stage, l'étudiant peut commencer à faire ça. Et en fait, en rencontrant ces étudiants de Master 1 ou Master 2, on se rend compte qu'ils ont des formations et une maîtrise de la méthode et des outils qui est des fois plus élevée que l'équipe, mais du coup, il y a un donnant-donnant, et ils ont le terrain, ils ont la donnée, ils voient que concrètement, c'est difficile. Et puis nous, ils nous apportent... Enfin, moi, j'ai un étudiant qui m'a appris à craquer les documents PDF, et ben, ça m'a bien aidé pour les traduire. Et si j'avais pas eu cet étudiant, j'aurais peut-être appris dans quelques années, mais ça s'apprend pas à l'université, parce que ça se fait pas. Voilà. Mais c'est très utile dans le concret, c'est un peu la réalité grise. Après, on a essayé de voir la participation à l'enseignement universitaire, parce qu'il y a beaucoup de paramédicaux qui apportent des cours dans les DU ou des masters à l'université. On se disait que ça pouvait rendre visible, parce qu'ils ont aussi des connaissances qui pouvaient être utiles pour participer au projet de recherche. Et comme on l'a dit tout au long de la matinée, on n'est pas seul pour faire de la recherche. Et donc, plus on a de ressources, et plus c'est facile. On a aussi la chance d'avoir dans nos deux hôpitaux des groupements de recherche clinique qui sont en fait des structures qui sont entre les UMR de recherche avec beaucoup de moyens et puis des équipes qui ne font pas de recherche du tout. En fait, c'est estampillé par notre université. Alors pour nous, Sorbonne Université, et puis pour Créteil, l'intercommunal de Créteil, l'UPEC. Voilà. Et donc là, ça permet aux équipes, du coup, de pouvoir accueillir des étudiants, de pouvoir répondre à des appels à projets avec une estampillonnage et à PHP ou hôpitaux publics et universitaires. Du coup, on est quand même un peu plus lu que si on vient tout seul sans cet estampillonnage. Et ça vous permet, si vous avez une réponse positive aux appels à projets, de pouvoir financer des étudiants, ce qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas quand on n'est pas laboratoire de recherche. Alors après, ces GRC ont l'avantage d'être organisés comme le souhaitent les porteurs, et donc certains sont vraiment très proches des paramédicaux et surtout ont lieu dans leur service. Du coup, ça permet que les paramédicaux y soient détachés avec peu de temps, quand c'est pas une journée de formation à financer, donc on nous dit pas il n'y a pas d'argent pour le faire, et ça ne demande pas tellement de temps. Les réunions, selon les GRC, peuvent être de 2 heures tous les mois ou de une journée tous les 3 mois, mais du coup, vous pouvez détacher quelqu'un plus facilement et un peu plus au dernier moment, quoi. Ça reste quelque chose dont on a l'autonomie. Ensuite, on a été évaluer un peu ce qui se passait au niveau de la production, et donc chacune, on a des projets en cours quand on est arrivé, parce que la recherche n'a pas débuté juste quand on a décidé d'en faire. Et donc, il y avait des projets locaux, régionaux, nationaux, des monocentriques, des multicentriques, des plus ou moins émergents. Et puis, on avait aussi des projets doctoraux, ce qu'on a essayé de rendre visible, et on le verra par la suite, on a créé une cellule de recherche, en tout cas pour la Pitié, et voilà. Et bien évidemment, les doctorants étaient d'emblée inclus à la cellule de recherche. Et pour finir, on a regardé un peu ce qui se faisait au niveau de la diffusion. Donc on a regardé assez synthétiquement qu'est-ce qui se passait au niveau de SIGAPS. Bien évidemment, toute la publication n'est pas sur SIGAPS, parce qu'il y a quand même beaucoup de publications qui se fait soit dans des revues professionnelles et on n'a pas le niveau scientifique, mais aussi sur des revues sociologiques qui ne sont pas toujours indexées SIGAPS. Donc on sait que ça n'est qu'une part moyenne de ce qui est fait, mais déjà au moins ça donne un indicateur vers lequel on peut tendre, et on peut essayer de travailler vers cet indicateur qui est celui qui est le plus regardé par nos institutions, puisque c'est celui qui rapporte, comme l'a dit tout à l'heure Judith. Alors, fort de ce constat qu'on a pu faire dès le départ où on est arrivé, et qui est un continuum, hein, bien sûr, on ne l'a pas fait une fois quand on est arrivé, on s'arrêtera là, on a découvert qu'il y avait énormément de freins. Le premier, vous l'avez déjà dit sur les présentations ultérieures, hein, c'est le temps. Forcément, c'est très, très difficile de faire de la recherche en même temps qu'on doit faire sa pratique, et se dire que il faut prendre un petit peu de temps personnel, ou au moins de voir comment on peut travailler. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très prégnant et qui ressort énormément. Il y a tout ce qui est les représentations. La recherche, c'est bien, mais c'est pas moi qui vais la faire. Je ne suis pas capable de la faire. Et effectivement, on est tous amenés à pouvoir en faire. Et on a de beaux exemples devant nous. Il y a la méconnaissance. Ça, c'est un frein aussi qui est un peu difficile au niveau de la méthodologie. On voit bien que
C'est assez structuré, on doit faire référence à des méthodes de recherche. On ne fait pas de la recherche parce qu'on a pris 2 groupes et qu'on les a fait comme on avait voulu le faire. Mais tout ça, on a l'avantage d'avoir des structures environnantes qui nous aident par rapport à ça. On a aussi justement la méconnaissance de l'anglais, ça revient toujours à peu près à la même problématique, hein, mais c'est une réalité de terrain. Et puis des éventuelles absences de caution médicale parfois alors absence de caution médicale, mais aussi le fait de se dire on ne va pas jouer dans la cour des médicaux qui font de la recherche. Et donc ça, c'était un frein et quelque chose qui est ressorti par les professionnels qu'on a pu rencontrer. Donc après, du coup, suite à ce diagnostic, on a sur la Pitié créé une cellule de recherche. Après, je sais que Marina est en train d'y réfléchir. Non, avec pour mission passer du projet individuel à peine reconnu à une activité collective, dynamique, structurée, cohérente, visible et reconnue. Petite phrase toute simple. Alors moi, ça fait 3 ans que j'essaye d'y travailler. Ça reste très, très enthousiasmant, nous dirons. Alors, on a commencé par travailler du coup sur les freins. Alors, le temps, c'était effectivement d'essayer de voir certains cadres, comment on pouvait faire, se dire que si des fois il y avait un pool qui était exceptionnellement disponible sur l'hôpital, est-ce qu'il pouvait être drainé vers une équipe qui avait un projet de recherche qui avait été visité par la direction des soins de façon à pouvoir du coup détacher quelqu'un. Alors là, c'est plus la peine, il n'y a plus du tout de pool, mais bon, c'était il y a 2 ans et c'était encore faisable. On a eu la chance, nous, d'avoir le passeport de la Fondation APHP, du coup, qui a motivé certaines équipes quand même. Pour les représentations, on a commencé à faire des ateliers, on est passé dans les pôles à l'époque pour dire et expliquer déjà aux cadres ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait représenter. Et puis on a fait des journées de travail, des journées de recherche, on a créé aussi une revue électronique interne qui parle de la recherche, et pour le coup on avait fait une revue qui était recherche tout confondu, c'est-à-dire pas recherche médicale d'un côté et recherche paramédicale de l'autre, mais tout compte fait, la recherche est l'affaire de tous, et donc il y a une seule recherche et on concourt tous à participer avec notre regard disciplinaire à nourrir les nouvelles connaissances. Et puis pour ce qui est des méconnaissances, on a construit un programme d'animation, et puis on a fait en sorte que les référents en recherche de la cellule participent à ce programme de formation. Notre deuxième étape était de former les référents recherche. Alors cette année, c'était un peu une année blanche à l'AP, on est en pleine restructuration, on a changé de direction des soins et tout, donc c'est un peu plus compliqué, mais on va s'y remettre, on n'en doute pas. Après, on avait pour action de développer la visibilité de l'implication universitaire, parce qu'on voulait préparer aussi l'arrivée à l'universitarisation et donner des places dans ces nouveaux masters qui s'ouvrent à des personnes qui sont paramédicales et non pas à être représentées par d'autres disciplines. Et puis la dynamisation des publications et des comptes SIGAPS. Après, nous allons du coup finir sur les missions du coordonnateur qui ne sont pas exhaustives, mais qu'on va un petit peu vous décrire. Donc, on a repris un peu le même cadre. Au niveau de l'initiation et de la formation, en fait, on va rencontrer les professionnels de toutes catégories pour essayer de comprendre ce qu'ils peuvent avoir besoin. Il y a plusieurs niveaux, comme on l'a vu. C'est d'abord, qu'est-ce que la recherche ? Deuxièmement, est-ce que je peux utiliser la recherche ? Troisièmement, est-ce que je peux réaliser de la recherche ? Quatrièmement, est-ce que j'apporte un plus à l'édifice de la recherche et est-ce que je crée du savoir ? Après, ça a été évidemment de travailler aussi avec les instituts de formation. J'ai parlé beaucoup de l'université parce qu'on est en processus d'universitarisation, mais on travaille aussi avec les IFSI et je pense que c'est important de le faire, d'abord parce qu'il y a plein de compétences, parce qu'elles ont un regard sur la pédagogie qui peut être très aidant pour nous quand on veut acculturer une dynamique de recherche dans un hôpital. Ensuite, on a passé sur la production en partenariat avec l'ensemble des équipes de recherche, donc notamment diffusion des différents appels à projets quand on les reçoit, mise en place des réseaux, notamment parce que la recherche ne se fait pas tout seul et qu'on a besoin d'expertise, et effectivement, plus on a un réseau qui est dense et plus en plus on apprend à travailler les uns avec les autres, on peut se faire des renvois de balles et du coup ça permet de travailler longtemps ensemble. On participe évidemment à l'aide à la méthodologie quand il y a un projet qui se met en place.
on essaye d'être là le plus tôt possible pour éviter que l'équipe s'épuise sur une méthodologie qui ne serait pas pertinente. Et si on n'a pas la compétence ou l'expertise, on sait qu'on va pouvoir trouver un expert. Et on participe à l'initiation des projets et au suivi des projets. Et puis, il y a une ligne qu'on a oubliée, on porte aussi notre propre recherche, ce qui n'est pas simple au milieu de toutes les autres et qu'on a tendance à faire partie en deuxième, mais qui reste importante aussi parce que ça nous donne d'abord une crédibilité et puis ça nous fait du bien, quoi, aussi. Oui, alors, recherche pour certains qui sont inscrits en doctorat, mais c'est pas parce qu'on n'est pas inscrit en doctorat qu'on ne fait pas de recherche. Moi, je ne suis pas encore inscrite en doctorat, mais voilà, on est aussi impliqué personnellement dans des projets institutionnels et on donne aussi notre pierre à l'édifice. En termes de diffusion, on est à proposer des revues adaptées, de publications avec des rangs adaptés, bien entendu. On s'aperçoit que dans toutes les institutions est mis à disposition des professionnels de la documentation, de la publication. On se rend compte que parfois, ils n'ont pas forcément l'accès. Et donc, c'est toute cette partie-là de travailler avec les professionnels. En interne de nos institutions, c'est de mettre en place des journées d'échange de pratiques soignantes et de recherche. Au niveau de l'AP, ça peut être beaucoup plus global. Au niveau des hôpitaux Confluence, on fait des journées thématiques, dont la prochaine est le 12 novembre. En termes de diffusion, plutôt vers l'externe, c'est ces fameuses publications d'articles. Hein. C'est vrai que c'est compliqué pour certains, et vous l'avez tous dit, de pouvoir écrire, rédiger, de synthétiser ce que l'on a fait pour pouvoir après apporter sa pierre à l'édifice et de publier ses propres articles. Donc on peut être une aide aussi par rapport à ça. Et puis de donner l'information de ce qui est fait à l'extérieur pour pouvoir ouvrir les professionnels. Parfois, on n'a pas forcément le temps d'aller chercher. Nous, on n'a pas forcément le temps, mais on sait, et on a un réseau. Donc, du coup, on a des pistes pour pouvoir proposer aux différentes personnes d'aller voir et de participer à ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, toute une partie visibilité, communication et liens, qui est une de nos missions. Donc, on est impliqué dans les instances, dans les groupes de travaux institutionnels, et puis les différents partenariats avec les équipes de recherche que l'on a, nous, au sein des hôpitaux Confluence, également au niveau de l'AP. Et puis tout ce qui est partie utilisation, c'est vraiment un relais avec l'encadrement que l'on veut mettre en place. Et puis, on ne pouvait pas oublier, bien sûr, le GIRC qui nous a invités et qu'on finalise sur ce plan. Brice, un message pour toi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez, comme d'habitude, des questions, des remarques? Sinon, là, je sens que là, ça commence à être un peu compliqué. Ah, Philippe. Merci, parce que c'était complet. Pourtant, je pense qu'il manque quelque chose. Vous n'avez pas parlé de la valorisation de ce travail de recherche que font les paramédicaux, parce que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, à la fois dans la carrière, puisque finalement, quand on est infirmier, après, on peut devenir que surveillant, enfin, ce qui n'est pas du tout le sujet. Non, non, pas que. Non, c'est en train de changer. On pourra en reparler. Ouais, on pourra en reparler. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Et le deuxième aspect, c'est la valorisation scientifique, parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a que SIGAPS. Et SIGAPS, ça ne regarde que PubMed. Et beaucoup de vos travaux vont se retrouver ou dans Embase ou dans CINAHL, qui ne sont pas pris en compte dans SIGAPS. Donc là, il y a des choses qu'on peut probablement améliorer, quoi. Oui, alors la valorisation, on l'a par la publication d'articles, effectivement, et SIGAPS, mais je pense aussi qu'on peut valoriser le travail de tout à chacun, déjà par faire connaître le travail qui est mené par tout à chacun, et c'est pour ça que dans ces journées de présentation et d'impliquer les professionnels qui travaillent sur des recherches en micro-institutionnel, ou même justement de voir par ces journées qu'il peut y avoir. Alors, il y a des journées francophones de recherche en soins qui se passent à Angers, et quand nous, on a l'info, on passe aussi l'info aux différentes personnes qui ont des projets qui pourraient aussi amener en termes de communication et de se faire connaître. Enfin, ça, c'est un autre volet sur la valorisation. Effectivement, après, on n'a pas de société savante infirmière qui nous permet de nous regrouper forcément, quoi. Après, je pense la valorisation suprême, c'est l'utilisation de ce qu'on a prouvé. Déjà, je pense que ça, c'est énorme. Mais par contre, je suis d'accord avec vous que ça serait bien de faire rentrer des revues autres dans le SIGAPS. Si vous avez des pistons, on est prêt à essayer. Non, tout à fait. Alors, on vit que d'amour. Il existe Monique Rotentondeur, il existe également un prix recherche sciences infirmières que la chaire
du même nom à monter avec la Fondation d'Avenir. Je crois qu'il y a quelqu'un de la Fondation d'Avenir dans la salle. Et voilà, ça c'est important aussi Oui. dans ces éléments de valorisation. Exactement. Et après, ce qui peut pêcher un petit peu, c'est la communication, que l'information arrive à tout à chacun pour pouvoir après la rediffuser. Ça, c'est une partie qui est très compliquée.